Ben, moi, je suis tout à fait ravie d'être là aussi, de cette collaboration avec Olivia et d'avoir été invitée ici. Je suis aussi contente qu'il y ait aussi bien des parents que des professionnels. Ça va être riche en échange, je l'espère, ce soir pour chacun. Je vais un peu vous dire ce qu'on va faire ce soir. Donc d'abord, je vais me présenter et dire un petit peu comment je suis arrivée jusqu'ici pour vous parler de ça. Et puis, je vais prendre un temps pour vous retracer le chemin que l'âme fait donc du tout début à plus ou moins l'accouchement et un peu après. Un petit peu aussi traverser ces étapes et ces défis au fur et à mesure. Alors forcément, c'est général, donc on ne va pas rentrer dans chaque cas parce qu'il y en a, chaque histoire est différente, mais un petit peu les grandes lignes. Et on va aussi voir quels sont les défis un peu plus présents des âmes maintenant, parce que si je crois que je prends la parole maintenant, c'est que les nouvelles âmes de maintenant ont des défis un petit peu plus importants que ceux d'il y a quelque temps. Et donc c'est ça que j'ai aussi envie d'amener avec vous. Et puis on va réfléchir ensemble à comment on peut les accompagner. Parce que j'ai des idées et puis je suis sûre que chacun d'entre nous a des idées et c'est ça que j'ai envie aussi, c'est que ce soit aussi un moment de partage pour vous et pas seulement m'écouter parce que je suis sûre qu'on a tous des idées par rapport à ça. Ce que je vous demande, c'est, en tout cas, pendant que je commence la formation, à retracer des étapes, c'est de ne pas poser de questions, parce que déjà c'est la première fois que je donne ce contenu et que j'ai peur de m'embrouiller, mais alors si j'ai des questions, c'est sûr que je vais m'embrouiller, parce que j'ai tellement envie de vous donner d'informations que j'ai envie de garder mon fil, et puis après il y aura un temps de questions-réponses, soyez rassurés, on va pouvoir creuser ça ensemble. Et puis il y aura des moments de partage, donc je vous demande vraiment aussi j'ai vraiment envie d'instaurer un climat de confiance, donc vraiment de pouvoir vous partager ce que vous avez envie, mais surtout aussi que vous ayez l'assurance que personne n'aille dire ça ailleurs et que ceci se reste entre nous. Donc je vous demande vraiment l'accord de chacune, de chacun pour ça, s'il vous plaît. Ça va à tout le monde pour ça? Oui. Merci. Voilà. Alors nous allons parler d'énergétique et donc je vais mettre un petit peu l'aspect physique de la grossesse, de l'accouchement un petit peu de côté. Parce que premièrement, c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout mon métier, et bien que j'ai des notions, je peux pas répondre à celle-là. On va vraiment partir ensemble dans les mondes subtils uniquement et dans les mondes énergétiques. Alors bien sûr, ces mondes-là ont tout à fait une concordance au niveau physique. Hein. C'est étroitement lié, mais on va vraiment parler en termes d'énergie aujourd'hui. Alors, qui je suis? Je m'appelle Alexia, si quelqu'un n'avait pas encore entendu. J'ai 35 ans et je suis licenciée en psychologie à la base. Et j'ai fait toute une série de formations en énergétique, un petit peu dans plein de techniques différentes. Aussi des techniques de communication d'inconscient à inconscient, de télépathie beaucoup. Et aussi j'ai été initiée pendant 5 ans par un chaman amérindien. Et donc j'ai pu creuser donc cet aspect énergétique. Et pourquoi j'en suis arrivée là, c'est que depuis ma naissance, depuis toute petite, j'ai vraiment des perceptions, une sensibilité développée. Donc je vois depuis toute petite ce qu'on appelle les auras des gens. Donc quand quelqu'un se présentait à moi, je voyais toute une série de couleurs accompagnées et je pouvais voir assez facilement à travers la personne si elle était malade, quelles étaient ses émotions et tout ça et tout ça et tout ça.
Et donc, je me suis assez fort sentie seule, petite, avec tout ça, parce que quand j'en parlais autour de moi, je voyais bien qu'il n'y avait pas de répondant. Mais en même temps, c'était là et c'était comme ça. Heureusement, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée par mes parents, parce que quand j'ai commencé l'école et que j'étais toujours avec ces connexions-là, l'école a cru que j'étais autiste et on commençait à développer à proposer un système de soins qu'on peut envisager comme le PMS et des diagnostics. Et heureusement, mes parents n'ont pas cru ça et m'ont protégée de ça et m'ont plutôt encouragée vers des courants alternatifs. Et là, j'ai rencontré une personne à l'âge de 6 ans qui était professeur de yoga, kinésiologue, qui m'a vraiment guidée à ce moment-là dans ces ressentis-là, parce qu'elle aussi a pu me guider. Elle aussi avait des perceptions comme ça et donc a pu vraiment valider que ce que je voyais n'était pas complètement faux et existait vraiment, mais en même temps avec la consigne de ça. Tu n'en parles pas. Et donc, et en même temps, voilà, elle m'a accompagnée pendant toutes les semaines, pendant des années. J'allais chaque semaine chez elle vraiment pour être suivie et pour pouvoir m'aider à accepter de vivre dans ce corps-ci. Voilà. Et donc j'ai vécu comme ça toute mon enfance et mon adolescence en voyant encore, mais en étant un petit peu sous camisole, un petit peu, parce que pas entendable par l'extérieur. Et en même temps, j'étais guidée dans vouloir comprendre ce que je voyais. Et j'ai commencé la psycho en sortant des études, mais je voyais bien qu'on prenait l'aspect très mental de la personne. J'ai commencé à prendre des cours pour devenir prof de yoga, pour avoir la dimension corporelle, mais pour moi, c'était toujours pas suffisant. Et donc, j'ai été vers les énergies. Et pendant mes études en psycho, je suis partie pendant 6 mois en Guyane française. J'ai été travailler dans un service de psychiatrie. Et là, j'ai vécu un petit peu, j'ai vu à quoi pourrait ressembler un petit peu l'enfer, je crois. Mais du coup, il y avait des cas psychiatriques très très lourds et pris en charge par notre médecine. C'était assez catastrophique de voir l'état énergétique de ces gens. Mais en même temps, à côté de ça, j'ai vraiment rencontré le chamanisme aussi. Et là, quand j'ai vu les chamans agir sur ces maladies et pouvoir vraiment guérir ces gens, je me suis dit là, il y a une piste pour moi, en tout cas, de compréhension. Et donc, quand je suis revenue, j'ai essayé de me renseigner et j'ai été vers ces courants-là. Parce qu'ils pouvaient mettre des mots sur ce que je ressentais ou ce que je voyais, et aussi me donner surtout des outils, parce que c'est la première fois que je vais avoir des outils pour pouvoir agir sur ce que je voyais. Jusque-là, j'étais observatrice de ce que je pouvais voir, mais je n'avais pas de moyen d'interagir vraiment ou de savoir ce que je pouvais en faire. Et donc, voilà comment tout ça est rentré dans mon existence. Et donc, maintenant, vraiment, mon encouragement au quotidien, c'est vraiment d'affiner toujours cette sensibilité, de comprendre ce monde plus énergétique et subtil pour pouvoir mieux comprendre l'être humain pour moi, parce que c'est une porte d'entrée, une belle entrée pour le comprendre. Et donc, au moment où je suis tombée enceinte de ma fille, qui a maintenant bientôt 3 ans, je me suis dit, easy, moi, c'est bon, j'ai la connexion directe. Et effectivement, tout au long de la grossesse, ça a été un vrai plaisir, parce qu'on a vraiment été très très proches, et puis on a pu discuter vraiment ensemble pendant toute la grossesse. Et ça a été vraiment des beaux moments pour cet accueil. Et au moment de l'accouchement, l'accouchement arrive et elle décide déjà de venir bien après le terme, mais bon, on sait très bien que c'est quand même eux qui décident au final. Et
j'ai 2 jours de travail, le travail dure 2 jours entiers et elle ne veut pas sortir, quoi. Et j'avais prévu de la coucher à la maison et donc elle ne veut pas sortir. Et moi, après 2 jours, et dans le travail, j'arrive plus à l'écouter tellement je suis dans mon travail et dans l'accompagnement de mes propres sensations. Et du coup, j'arrive pas à me connecter à elle. Je vois que c'est bloqué, mais je n'arrive pas. Et dans ce désarroi un petit peu, ou dans cette fatigue, je dis à ma sage-femme, on va à l'hôpital parce que c'est la solution que j'entrevois, je ne peux pas rester là. Et du coup, on va à l'hôpital. Là, j'ai de la chance, ou c'est pas un hasard. La gynécologue arrive, ma gynécologue arrive exactement au même moment avec moi à l'hôpital. Et on rentre dans la salle et allez, 1 heure après, Ophélie arrive comme une fleur. Et donc, elle attendait vraiment d'être à l'hôpital. Et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai compris. Après, vraiment, je me suis vraiment questionnée en me disant, mais tiens, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça, cet accouchement-là pourtant, j'ai l'impression d'avoir été en connexion avec elle et pourtant... Et donc, beaucoup après... Des temps après, j'ai accompagné d'autres mamans qui étaient enceintes et j'ai communiqué avec le bébé et ils m'ont tous donné des mêmes explications que ma fille me donnait comme difficulté pour accoucher. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à aller creuser là. Ça arrive en plus dans des familles qui sont dans des certaines consciences, qui sont dans certaines... envie de bien-être ou qui se questionnent ou qui se remettent en question et ça arrive et les bébés disent tous la même chose en disant qu'ils ont un petit problème de canal. Alors là, moi c'est au début un gros point d'interrogation et je me suis vraiment mise à creuser la question et tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui c'est vraiment issu de moi, mes voyages et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a depuis quelques mois, il y a une nouvelle petite âme qui vient vers moi et qui va peut-être s'incarner un jour auprès de moi, ça je ne sais pas, mais qui ne cesse de me donner des informations aussi au quotidien sur comment elle est en train d'arriver, quel est son chemin pour arriver. Alors, ce qu'il est important pour moi de vous dire, c'est que tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est uniquement mon expérience. Et c'est rien que ça, et c'est déjà ça aussi, mais je n'ai pas du tout envie de vous imposer des croyances, je n'ai pas du tout envie de vous imposer une façon d'être ou une façon de penser ou des choses comme ça. C'est vraiment simplement une expérience. Après, en parlant à d'autres, je vois que quand même... Il y a beaucoup d'expériences qui vont dans le même sens, mais je veux vraiment que vous vous sentiez libre de croire, de ne pas croire, ou que de prendre ce qui est juste pour vous. C'est important pour moi. Alors, on va commencer ce petit chemin des âmes qui arrivent sur Terre. Alors, dans un premier temps... Je vais vous introduire justement simplement à la notion de plan énergétique. Alors j'ai simplifié ça très fort pour que ce soit facile à comprendre et le but ici n'est pas de plonger dans des détails, mais en gros il y a notre Terre, on est là chacun, puis on a une dimension physique. Et puis un petit peu plus grand dans notre corps, on a une dimension émotionnelle, une dimension après mentale et puis une dimension spirituelle. Et toutes ces 4 couches sont après peuvent être divisées en plus petites couches, mais ça ce sont les grands plans en fait qui nous composent. En fait, on est tous composés de ces corps-là. Et chaque chose sur Terre est composée de ces choses-là, et puis la Terre elle-même, elle est composée de ces corps-là. Et alors au-dessus, si on doit imager ça, on peut imaginer que là, il y a la source qui est
considérée comme la grande source, qui est la grande âme dont on est tous issus. Et les petites âmes qui arrivent, elles peuvent arriver soit directement de la source, soit elles peuvent sont des âmes qui sont déjà venues sur Terre et puis qui, après leur mort, sont remontées dans les dimensions spirituelles proches de la source, mais pas à la source même. Et elles peuvent rester là le temps de revenir sur Terre. Et donc, ici, quand on est une petite âme, ici, en train de désincarner, c'est vraiment un moment où on se sent profondément en lien avec la source. Moi, je l'appelle la source, mais après, on peut se nommer ça de manière différente. Mais on se sent vraiment, vraiment très proche de cette notion du divin. On est vraiment baigné là-dedans et on est tout proche de toutes les âmes. On ne connaît pas la séparation, on ne connaît pas les corps. Donc il y a vraiment un état de fusion constant. Mais on a quand même une conscience propre et on fait des choses en général avec les petites âmes copines qu'on a. Il y a des choses qui se font au niveau des énergies. Par exemple, on peut avoir un groupe d'âmes qui va décider de construire des choses au niveau des énergies pour les amener sur Terre, pour amener plus de conscience. Il y en a qui vont réfléchir sur comment on pourrait aider à faire évoluer le monde. Il y a vraiment un tas de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Au niveau des âmes, elles ne sont pas juste en train d'attendre là qu'il y a un truc qui se passe. Elles sont justement très fortes dans le mouvement et c'est très rapide, les énergies à ces endroits-là. Alors, à un moment donné, soit dans ces petits groupes ou dans ces actions-là qu'elles font, elles se disent, tiens, j'ai vraiment envie d'expérimenter quelque chose. Par exemple, j'ai vraiment envie d'expérimenter ce que c'est exactement la joie, par exemple. Je retournerais bien en bas pour décider d'expérimenter ça. Et donc, elles peuvent décider d'elles-mêmes d'arriver sur Terre, mais elles peuvent aussi être appelées par la Terre, soit par des parents, ou soit par la Terre elle-même, qui dit « Hé les amis, il me faut de la joie là, alors... qui veut là en haut venir expérimenter la joie parce que j'en ai besoin ?» Alors il y a des petites âmes qui disent tic 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 et moi et qui se mettent en processus pour revenir s'incarner. Alors j'essaye de faire le plus imagé possible pour que ça rende un petit peu qu'on puisse s'imaginer les histoires. Et donc, l'origine de l'incarnation, elle va être là, soit c'est vraiment un appel de la Terre, soit c'est un appel de l'âme à un moment donné de vouloir expérimenter quelque chose. Mais peu importe, une fois que l'appel est là et que ça se répond en fait entre les âmes et la Terre, un processus d'incarnation va avoir lieu. Alors, entre ce processus d'incarnation et l'incarnation elle-même, il peut avoir un laps de temps de 4-5 ans. Moi, la première fois que j'ai vu ma fille dans les plans éthériques, c'était 5 ans avant sa naissance. Elle était déjà en préparation de son incarnation. Alors, ça peut durer, il n'y a pas de durée fixe, parce que de toute façon, le temps est tout à fait... ils n'ont pas de montre là-bas, c'est un temps tout à fait autre, donc c'est difficile à comparer avec notre temps terrestre, mais il y a des âmes qui vont faire ça beaucoup plus vite et il y en a qui vont faire ça beaucoup plus lentement. Ça dépend aussi de leur défi. Alors comme vous l'avez senti, au moment de l'appel, il y a vraiment une intention de l'âme à apprendre quelque chose ou à venir apporter quelque chose. Il y a vraiment cette intention-là, elle va rester vraiment tout notre chemin d'incarnation, mais aussi tout notre chemin sur Terre. C'est vraiment ça.
on parle beaucoup de mission de vie et tout ça dans le travail énergétique. Mission de vie, moi j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu trop James Bond pour moi, mais j'aime bien cette intention ou cet esprit dans lequel on vient en fait. On vient pas tous avec la même énergie. On voit bien qu'on a chacun notre différenciation. Et ben c'est cette intention-là, donc c'est cette intention-là qui va nous guider, qui va nous mettre en mouvement pour tout notre chemin. Et à partir du moment où cette incarnation elle est décidée, on va commencer à descendre dans les plans. On va petit à petit descendre dans les plans. Vous voyez bien qu'il faut descendre pour arriver jusque dans le corps. Donc on va commencer à descendre. On va descendre dans les plans. La première étape, c'est une étape de... on va prendre un temps, seul et aussi avec d'autres, pour définir exactement ce qu'on vient faire sur Terre. Donc il y en a qui vont s'isoler, mais c'est pas tout le temps dans un état d'isolement. On peut sortir de. C'est comme si on crée si l'âme commençait à créer une bulle et installer ses affaires, mais aussi aller décider à ce moment-là de quel chemin il allait vivre sur Terre. Donc comme quand on a un projet, si vous avez un projet de maison, ben vous n'allez pas directement prendre votre brique et la mettre pour construire votre maison. Vous allez d'abord réfléchir à votre plan, à exactement ce que vous avez besoin pour ça, et vous allez commencer à dessiner les plans, à bien vous renseigner sur les matériaux, à essayer de voir si c'est vraiment ça qui vous convient le mieux, et des choses comme ça. Et vous allez aussi vous aider d'architectes, et vous allez vous aider d'entrepreneurs, et tout ça pour construire ça. Et ben, l'âme, elle fait exactement la même chose sur le plan subtil. Elle va construire sa bulle, elle va essayer de penser à elle ce qu'elle a besoin pour pouvoir vivre au mieux cette intention qu'elle a posée, mais elle va aussi s'aider d'autres personnes. Elle va à ce moment-là choisir des guides qui vont l'accompagner pendant tout son processus d'incarnation, mais aussi pendant tout son processus de vie. Et elle va aussi voir d'autres âmes qui vont peut-être s'incarner en même temps en disant tiens, toi tu veux vivre ça et moi je veux vivre ça, ben, on n'a qu'à se rejoindre à un moment donné, on essaie de checker, machin. C'est vraiment de la planification. Et il y a des moments où ils sont isolés et puis il y a des moments où ils sont ensemble avec d'autres âmes qui ont ce projet-là. Mais il y a aussi tout un monde qui est un petit peu comme une académie. Je l'appelle l'académie parce que c'est pour venir je ferais bien d'abord un cours supplémentaire en joie parce que je dois vraiment apprendre ça. Et il y a moyen en fait à ces endroits-là d'aller se faire un petit peu aider, prendre des cours de joie pour pouvoir avoir de l'information en plus pour venir. Donc c'est vraiment, c'est assez complexe en fait. Hein. On ne s'imagine pas, mais il y a beaucoup de processus et ce processus là-haut ne cesse de se complexifier avec l'évolution de la conscience humaine. Donc peut-être que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas connu ça. Il n'y avait pas ça peut-être à l'époque de leur arrivée sur Terre. Ça se complexifie au fur et à mesure. Donc voilà. Ça va, vous suivez ? Ouais, c'est bon. Donc cette âme est en préparation, elle a décidé son petit plan, elle a décidé qui allait la guider et tout ça, et elle décide notamment qui vont être ses parents. Hein, c'est quand même les éléments phares d'un début de vie. Et donc elle choisit là et elle va aussi prendre le temps de
voir, elle choisit par exemple son pays aussi, elle va choisir sa culture, sa langue, sa religion ou pas de religion, elle va choisir vraiment, c'est très détaillé en fait ces choix-là, c'est vraiment très précis. Et elle va aussi attendre effectivement qu'il y ait aussi l'accord des parents parce que les parents sont aussi consentants dans l'histoire, même si c'est pas fait de manière consciente. Il y a toujours un accord qui est demandé à ce moment-là à l'âme des parents et les âmes des parents doivent accepter. C'est jamais innocent. Alors, une fois que tout cela est bien tracé, ou en tout cas, ça peut encore se modifier, le temps du voyage, elle va commencer à se rapprocher des plans. Comme sa petite bulle va descendre. Et là, les plans, c'est comme si on allait petit à petit commencer à mettre des vêtements sur soi. Donc on est une âme qui va super vite, qui sait très très vite penser, et puis on va commencer à mettre des vêtements. Alors d'abord on va mettre une petite culotte, mais après on va commencer à mettre des pantalons, et on va mettre des manteaux, et puis ça devient un petit peu plus lourd et un petit peu plus dense à chaque fois qu'on descend un petit peu dans les plans. Alors ces plans-là sont dans le corps spirituel, dans le corps mental, on arrive tout doucement près des parents. Et là, il y a les premiers défis de l'âme qui rencontre la terre, ça va être, mes parents déjà, est-ce qu'ils se connaissent? Parce que peut-être qu'ils sont un petit peu dans leur bulle chacun, et donc parfois l'âme, elle doit vraiment, des premiers défis, c'est parfois faire rencontrer ses parents, faire en sorte qu'ils se reconnaissent, qu'ils aient un projet de bébé ou pas, ou en tout cas qu'il y ait un câlin, parce que c'est quand même un petit peu nécessaire donc il y a ces défis-là, parfois de devoir enlever des œillères aux parents. Donc ça, c'est un premier défi déjà pour cette petite âme qui arrive. Bon, c'est pas toujours le cas, parce que parfois les parents sont déjà ensemble, mais ça peut être un défi. Et donc il va commencer aussi à modifier certains... si les conditions pour lui de naissance ne sont pas tout à fait justes pour ces conditions-là, il va aussi commencer à influencer les parents. On entend parfois les parents disent je ne sais pas pourquoi, mais 1 an avant... tout d'un coup, je me suis intéressée à la couture, ou j'ai complètement changé de projet de vie, mais ça, c'est déjà l'âme qui infuse en disant « Oh, moi, la condition pour que j'arrive, c'est que tu sois couturière. Je suis désolée, mais il va falloir que tu t'y mettes. » Et forcément, c'est jamais en désaccord, de nouveau. Tout le monde est consentant et le libre arbitre est respecté. Mais voilà, lui aussi, il a ces défis d'amorcer, d'infuser un petit peu la couture là autour d'elle pour qu'elle capte le message. Et donc il va devoir peut-être, de nouveau, c'est pas toujours, mais influencer sur le contexte des parents. Alors a lieu la conception. La conception, c'est un moment où l'âme est parfois là et parfois l'âme n'est pas là, mais c'est quand même un moment très important parce que c'est ce moment-là où il y a, lorsque les deux cellules se rencontrent, il y a comme une fusion ou comme une étincelle qui a vraiment lieu. On arrive maintenant même à la photographier, cette étincelle. Qui va faire qu'à ce moment-là, cette graine de lumière qui apparaît va enregistrer exactement toutes les informations qui a lieu à ce moment-là. Et donc c'est vraiment cette information-là qui va être les premières cellules de cet enfant, et donc va porter toutes les informations ça va être ces premières informations qui vont constituer son corps. Je ne sais pas si
je me fais comprendre. Donc si le Big Bang, cette étincelle a lieu au moment où les parents sont fâchés, mais où il y a une super énergie autour, ou je sais pas quoi, ben c'est ça qui va s'encoder. C'est papa, maman fâchés et environnement sain. Ouais, ça peut être, il y a des milliards, des millions de possibilités. Donc, mais c'est pour vous donner, c'est comme si ça faisait une photo c'est vraiment une empreinte à ce moment-là qui va vraiment être porteuse pour l'enfant. Et donc, très choisie aussi par l'enfant. Donc, si les parents si cet enfant est conçu alors que les parents sont fâchés, c'est aussi que l'âme a choisi cette situation-là parce qu'il sait qu'il va apprendre de cette situation-là. Alors, l'âme peut être là, mais elle peut encore rester loin. Elle a encore cette possibilité à ce moment-là de voyager, mais de voyager facilement dans les plans. En général, elle ne s'approche pas trop encore de l'émotionnel et le physique, mais là, la conception va faire qu'elle va commencer à aller dans l'émotionnel. Elle va commencer à être appelée par la densité de la Terre. Et à partir de ce moment-là aussi, ce petit corps ou ces petits corps énergétiques vont commencer à accumuler des informations. Donc, on a un corps que j'appelle le corps antenne parce que il est constitué. Il est fait d'une manière qu'on enregistre constamment toutes les informations qui sont à nos alentours. Notre conscient ne s'en aperçoit pas, mais à chaque instant, on gère vraiment un nombre très important d'informations. Et à partir de cette conception-là, le corps naît et du coup est capable de commencer à emmagasiner des informations. Avant cela, les informations vont et viennent, mais ils ne sont pas encodés dans les cellules et dans le corps énergétique. Donc à partir de ce moment-là, tout ce que l'enfant va vivre va être vraiment décisif pour tout son parcours. Il y a aussi, à partir de ce moment-là, la notion d'ego aussi qui va commencer à apparaître pour l'enfant. Alors ça va commencer d'abord par être très subtil ou quasi pas perceptible, mais de petit à petit, le fait que le corps émotionnel, le corps physique et tout ça se construisent, l'ego va commencer à apparaître et donc le sentiment petit à petit d'être séparé de la source va commencer à apparaître pour cet enfant. Alors, dans tout je l'ai déjà mentionné un petit peu, mais durant tout le parcours, on a notre notion de libre arbitre. On l'a toujours d'ailleurs. On a toujours le choix de faire des choses ou de ne pas les faire, même si c'était décidé bien avant. On aurait voulu, peut-être que moi je rêvais d'être chirurgienne, tu vois, mais j'ai décidé peut-être de ne pas l'être et de dévier. J'ai mon libre arbitre. Tout le temps, constamment. Et la petite âme aussi, à tout moment, elle peut décider de repartir. Alors au début, quand elle n'a pas encore de corps, c'est encore très facile, et puis on s'en rend pas compte, nous, sur Terre, qu'il y a des décisions comme ça qui se prennent. Mais quand elle est déjà dans notre petit corps, elle a encore ce choix-là. Et ce choix est assez facile, il est plus facile à lâcher. Mais aucune âme n'est obligée à rester... dans ce chemin-là, on peut dire non à tout moment. Ça devient plus difficile quand on est, mais voilà. Alors dans la grossesse, il y a pour moi deux périodes assez importantes. C'est celle d'abord entre le premier mois et le 4e mois, qui est des moments où l'âme, elle n'est pas souvent dans le corps de la maman, elle va, elle vient, elle est encore fort plutôt autour de la maman, autour des parents, elle peut encore facilement voyager. Elle se rend pas encore
très bien compte de ce que c'est l'incarnation. Elle a encore des vagues idées, parfois elle va voir un petit peu dans son corps, mais elle est encore très très forte dans ses plans les plus élevés. Du coup, c'est encore très léger pour elle, même si elle commence à se rendre compte de certains enjeux, mais elle est encore forte dans une légèreté. Et puis, dans les environs du 4-5e mois, pour moi, il y a vraiment une décision de la part de l'âme à vraiment passer plus de temps et de vraiment passer à un niveau de l'incarnation plus important, de rentrer dans ces corps physiques, donc rajouter des manteaux, hein, donc à chaque plan on rajoute des manteaux et là on rentre dans le corps physique, donc on rentre dans des vêtements qui commencent à être un peu plus lourds, un peu plus impressionnants. Du coup, à partir du 5e mois, ils commencent à passer plus de temps dans leur corps qu'à l'extérieur. Ils peuvent encore voyager facilement, encore aller voir les copains là-haut quand on a un petit coup de blues, et puis revenir, mais on passe quand même plus de temps dans le ventre qu'à l'extérieur. Et donc, à ce 5e mois, pour moi, il y a vraiment encore une décision qui est pas toujours facile à prendre pour l'enfant, de se dire, bon, ok, je passe encore une étape suivante. Et je rencontre souvent en consultation, ça devient problématique à ce moment-là. À 5 mois, on commence à avoir des malaises. Donc je parle pas au niveau de la maman, mais au niveau du bébé, il y a commence à avoir parfois des problèmes, des douleurs au niveau des enfants, parce que c'est vraiment une décision qui n'est pas très agréable. Ils la font souvent parfois avec joie, parfois avec moins de joie, mais voilà, on rentre dans quelque chose qui est plus... on commence à se rendre compte de ce que c'est la matière, et c'est quand même un peu plus lourd à rentrer. Donc voilà. Et donc à partir de 5 mois, et que cette décision est prise d'être plus dans notre corps, et ben l'âme va plus se rendre compte des enjeux de la matière. En général, quand je converse avec des âmes qui sont entre le 1er et le 4-5e mois, ils me parlent de leur mission, parfois ils donnent leur nom, souvent d'ailleurs ils ont déjà leur prénom. D'ailleurs je vais y revenir par rapport au nom, mais ils restent dans des choses très... pas très concrètes, quoi. Mais à partir du 5e mois, ils commencent à être dans... papa et maman, ils sont comme ça, j'aimerais bien plus de légèreté. Ils commencent de se rendre compte de ce qui est agréable pour le corps, de ce qui n'est pas agréable pour le corps. Ils vont commencer à pouvoir dire ce qu'ils aiment pas comme sensation. Ils commencent à se projeter dans leur accouchement, à dire tiens, moi quand je sortirai, j'aimerais ça et j'aimerais ça, parce que je sens que c'est vers là que j'ai envie d'aller. Donc ils vont pouvoir commencer à donner des informations beaucoup plus concrètes qu'avant, de toute façon. Enfin, ils sont plus éloignés de ça. Et on voit aussi au niveau en général des mamans, c'est aussi à ce moment-là que ça va commencer à se préparer au niveau de l'accouchement. Avant, on est juste shooté par les hormones. Et parfois un peu dans les toilettes, mais ça c'est partie des joies des hormones. Et donc ils vont commencer à vraiment aussi commencer à préparer l'accouchement. Mais alors aussi pendant toute la grossesse, et ça dépend vraiment de l'âme, ils vont commencer aussi à essayer d'envoyer des informations et à rentrer de plus en plus en communication avec les parents. Et ça c'est plein de défis pour eux, de donner des informations pour le prénom, pour commencer à donner des informations pour moi j'aimerais bien accoucher comme ça et avec telles conditions et des choses comme ça, et donc ça c'est des défis que leur âme ont d'essayer par un canal ou un autre de donner les informations aux parents.
c'est pas toujours simple. C'est pas toujours écouté. On entend souvent des histoires pour les prénoms, que parfois c'est une dame qui rentrait, qui a dit un prénom et qui, du coup, ça a donné une idée. Parfois, vraiment, l'âme est créative pour essayer d'abord, elle essaye de le susurrer, mais si ça n'est pas entendable, elle doit trouver des stratégies pour que ça arrive à l'oreille des parents d'une certaine manière. Et la même chose pour les accouchements. Si ils ont certains besoins, ils vont devoir essayer d'être créatifs avec la manière dont les parents vont l'entendre pour pouvoir faire passer l'information. Les doulas. Donc tous les moyens sont bons. Après, ça c'est à l'âme et à la situation d'essayer de trouver des moyens pour faire parvenir l'information. Et donc on s'approche de l'accouchement et l'accouchement pour moi c'est le plus grand défi qu'on a presque dans notre existence. C'est vraiment quelque chose de super prenant pour l'âme de vraiment décider de rentrer dans ce corps. Et la décision, elle est vraiment pas anodine, elle est vraiment pas simple à prendre. C'est vraiment l'enfant. Pour moi, c'est l'âme qui vraiment choisit du moment de déclencher l'accouchement. Et à ce moment-là, il y a vraiment même les guides qui prennent juste un moment pour un petit peu lui laisser la place, parce que c'est important que la décision, elle parte vraiment de l'enfant. Quel que soit le type d'accouchement, même si c'est des accouchements par césarienne ou qui sont un peu difficiles, mais cette première impulsion de l'accouchement, les guides laissent vraiment l'espace pour que ce soit lui qui amorce le premier mouvement. Après, il est de nouveau super fort accompagné et tout ça. Mais j'ai vraiment cette image souvent de l'enfant qui est face à un mur, quoi. Et qui doit vraiment décider de le casser, quoi, mais avec sa tête, quoi, et de vraiment faire enfin, c'est vraiment pas une décision. Tu sais que tu vas avoir mal, tu sais que ça va pas être agréable, mais tu prends la décision d'y aller, quoi. Et donc ça fait vraiment, pour moi, ça fait vraiment travailler notre volonté et notre envie de venir sur Terre. Alors quelques jours avant l'accouchement se prépare donc le fameux canal dont je parlais en introduction. Alors ce canal, c'est vraiment le canal qui est le même qui va s'ouvrir quand on décède à la fin de notre vie. Donc c'est vraiment le même passage. Et ce canal, donc cet endroit où on passe les âmes pour de passer de la non-incarnation à l'incarnation et de l'incarnation à la non-incarnation. Et ce canal est soutenu par toute une série de présences que je ne sais même pas moi-même nommer, tellement elles sont nombreuses. Et ce canal permet un certain nombre de choses. Il permet notamment de nous aider dans toute la structure de notre corps énergétique et que ce corps énergétique se rallie bien à notre corps d'une façon harmonieuse. Il va encoder aussi toute une série d'informations qui se jouent au moment du passage, qui vont être décisifs par rapport à notre personnalité et tout, de la manière dont on traverse ce canal et de la manière dont on décide de naître. Ça va vraiment remettre des informations sur notre incarnation. Ça va permettre aussi de créer le sentiment de lien avec les parents. Il y a toute une de ces... C'est pas facile à imaginer, mais c'est à ce moment-là aussi que se crée toute une série d'attachements, de liens avec les parents et qui vont être décisifs sur la manière de s'attacher à ses parents. Et c'est aussi à ce moment-là, si l'espace de ce canal est assez grand et le permet, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va
prend tous les bagages qu'on a décidés là-haut. Vous vous souvenez à la préparation là? Tout ça va se condenser et va passer dans ce canal pour venir s'incarner. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va condenser toutes ces informations on vient de vivre à partir de la décision première à ce moment d'accouchement. Toutes ces informations vont se rassembler, vont passer dans ce canal et venir vraiment bien s'incarner sur Terre et passer. Et donc c'est un moment décisif pour ça. Et quand je vous racontais la naissance de ma fille, ce canal, il se construit c'est pas pour tout de nouveau, il n'y a pas de règle fixe, mais il commence à se faire quelques semaines ou parfois quelques jours avant la naissance. Mais c'est un vrai enjeu en fait pour l'âme d'avoir un canal qui est assez ouvert, assez fluide, avec des présences suffisantes pour qu'elle puisse faire tout ce travail-là sereinement. Et ce qui s'est passé avec ma fille, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte que le lieu dans lequel on était trop dense, et dans le lieu dans lequel j'habitais à ce moment-là, et moi non plus, je ne me suis pas rendue compte qu'il était trop dense. Et au moment où elle a voulu redescendre, en fait, ça ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à prendre toutes les informations qu'elle voulait avec elle pour passer, et donc elle bloquait. Et du coup, elle me disait, si c'est là, je passe pas. Et donc j'ai dû aller à l'hôpital parce que à l'hôpital, c'est un des avantages de l'hôpital ou des maisons de naissance et tout ça, le canal est souvent emprunté et du coup il était grand ouvert et elle pouvait passer sans souci. Le désavantage du canal à l'hôpital, c'est qu'il y en a plein de canaux en même temps et qu'il y a des échanges que parfois on n'a pas envie d'échanger et qu'il y a des informations autres qu'on n'aimerait pas qu'ils soient là, qui permettent. C'est d'autres défis de canal, mais bon voilà, pour vous remettre dans l'idée dans l'expérience que j'ai eue avec ma fille. Et donc voilà, ce passage dans le canal, il est décisif dans pas mal de choses et va vraiment en faire l'empreinte définitive de l'arrivée sur Terre. Et une fois qu'on a fait cet accouchement-là, on est normalement avec les informations complètes dont on a besoin pour son incarnation. Après, il y a des défis, comme tout défi, peuvent échouer et parfois il y a des âmes qui n'arrivent pas avec toutes les informations. Et donc c'est un accompagnement qu'on peut faire, c'est de vérifier que toutes les informations sont là et si elles ne sont pas toutes là, de les rassembler pour que ce petit être soit complet. De plus en plus d'âmes qui naissent maintenant me demandent, après l'accouchement, de refaire un petit rituel pour rassembler ces informations parce que ce n'est pas toujours complet. Voilà. Alors, après l'accouchement, donc l'enfant, là, il vient, c'est pas le Big Bang qui vient de naître parce que c'était un peu avant, mais il a quand même vécu quelque chose de très fort au niveau des informations, des énergies et tout ça de l'accouchement. Et donc, il a vraiment besoin, au niveau des énergies, d'un temps d'adaptation de quelques semaines pour vraiment intégrer que ces nouvelles sensations, ces nouveaux corps, c'est la première fois qu'il sent tout ça, qu'il a ces sensations-là, et donc c'est vraiment important dans ces moments-là de le laisser dans un environnement le plus calme possible et dans ces prises de repères qu'il va avoir, j'espère pour lui, le plus longtemps possible, c'est ses parents et c'est son environnement proche. Après la naissance, il y a vraiment une bulle qui se fait au niveau des énergies. Et ça me confirme encore
Bon, Laurence qui revient d'un accouchement là, ce matin, elle est encore dans une bulle. Là. Elle a participé à cette bulle-là et il y a vraiment une bulle d'une intensité lumineuse qui se fait très fort autour de cet enfant. Et on dit souvent, c'est une expression, je sors de ma bulle quand quelques mois après l'accouchement, je sors un petit peu de ma bulle. Mais il y a vraiment une bulle énergétique qui se crée et c'est vraiment une protection très intense qu'on fait pour cet enfant parce que on a tout intérêt à le protéger. Donc au plus cette bulle se fait est préservée, au plus cette bulle est vraiment aménagée, au plus l'enfant risque d'être bien et serein parce que c'est vraiment à ce niveau-là encore qu'il y a pas mal d'empreintes. On parle souvent des 40 jours après l'accouchement pour vraiment laisser maturer l'enfant et maturer la maman aussi parce que la maman elle a été canal de ce canal et que toutes ces informations à elle aussi sont complètement modifiées quoi. Elle sera plus jamais pareille, c'est impossible d'accueillir ça et de rester la même et donc ces 40 jours de bulle elles sont super importantes, elles permettent vraiment beaucoup de choses. Après c'est pas 40 jours pile, il faut pas être au niveau du calendrier, pour certaines mamans c'est beaucoup plus long, parfois c'est plus court, vraiment ça dépend de la maturité de chacun, de la conscience de chacun et des enjeux de chacun. Ça, voilà. La petite âme est arrivée. Est-ce que je peux dire aussi par rapport à la relation avec la maman aussi, du coup, pendant l'arrivée, la grossesse et tout ça, il y a vraiment le corps du bébé va souvent utiliser les corps énergétiques de la maman pour apprendre. Elle va aussi un peu aller dans les corps énergétiques du papa, mais surtout de la maman. Et donc il y a vraiment, quand on parle de fusion entre la mère et l'enfant, elle est vraiment là au niveau des énergies, elle est vraiment présente. Le bébé va utiliser les corps de la maman pour maturer les siens et essayer de comprendre certaines informations qu'il n'a pas encore, et vice versa. La mère va aussi apprendre de cette nouvelle conscience qu'elle accueille pour intégrer aussi des nouvelles choses. Et donc c'est vraiment des moments d'échange très importants. L'enfant va faire la même chose dans les corps du papa, mais moins intensément parce que son corps forcément ne grandit pas, mais le bébé va quand même souvent chez le papa aussi aller puiser des informations là-bas. Donc il y a vraiment cet état de fusion aussi et cette diffusion qui doit se faire lors de l'accouchement aussi. L'accouchement aussi, on voyait que c'était le défi d'aller vers cette incarnation, de montrer toute sa volonté qu'on a d'aller vers l'incarnation, mais c'est aussi un énorme au revoir à tout ce que on ne vivra pas, on ne vivra plus, on aura moins conscience de tous ces plans-là, et c'est vraiment aussi souvent très difficile de dire au revoir à ça. Tous nos petits copains de là-haut, on les verra vraiment plus difficilement, et c'est parfois un déchirement pour l'âme de faire ça. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux. Et j'avais encore une information, mais elle est partie. Oui, donc de ce double défi de dire au revoir et puis de dire bonjour aussi à ces choses de tout à fait nouveau, et de rentrer vraiment au moment de l'accouchement de ce moment de séparation, quoi. C'est à ce moment-là qu'on va connaître la séparation, et on le sait tous, hein, c'est encore ça qui nous fait le plus souffrir maintenant, c'est cet état de séparation, et c'est un deuil qu'on doit faire qu'on devra peut-être
porter pendant toute notre incarnation, de se sentir séparés. Et en tout cas de cette illusion de la séparation que l'incarnation nous crée. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Comment vous vous sentez avec tout ça? Vous avez des questions, des réactions, Dites-moi. Est-ce que les âmes là, qui l'accompagnent, est-ce qu'on peut les appeler les anges gardiens? Oui. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Alors les anges gardiens, oui, tout à fait.